Elles sont mannequins, mesurent près d'1,80 m, ont la taille fine. Et pourtant, dans le milieu de la mode... Je suis trop grosse. Je faisais un 40, après je suis passée en 38. J'ai eu beaucoup de critiques. Vous avez rien à faire là, vous pourrez jamais être mannequin. J'ai toujours fait un 36, sauf que du bas, un 40. Clairement, on peut pas montrer dans un lookbook une fille qui fait une taille 40. Si j'écoute les agences, je devrais perdre 10 kilos. Plutôt des filles de 16 ans et très fines. Pour pouvoir défiler, elles se sont affamées. La demande a été de perdre 10 kilos en 3 mois. Je me suis nourrie de liquide pendant 6 mois. J'ai commencé à faire des bêtises. Manger que de la soupe le soir ou juste un thé et manger de la salade la journée. Dès que j'étais à la maison, il fallait que je me pèse. Si j'étais à la maison pendant 4 heures, pendant les 4 heures, je me pesais 4 fois. Mais face à ce diktat de la maigreur, elles ont fini par dire stop. Je me suis détachée de l'aspect physique. Le corps est là pour manger, pour aimer, pour vivre. Et une fois qu'on se détache de ça, tout va mieux, on est plus belle, on est mieux dans notre peau. Contrat à la clé, tant mieux. Pas de contrat à la clé, tant pis. Je suis heureuse aujourd'hui de me lever, de me regarder dans le miroir et de me dire « Ouais, je suis bien ». Sur notre plateau, Alison, Anaïs et Aglaé vont donc briser la loi du silence. Salut, je m'appelle Agnès et j'ai 19 ans. Ça fait 5 ans que je suis mannequin. Mais ces derniers temps, j'ai plus de travail parce que l'industrie de la mode me trouve trop grosse. Ils trouvent que mes fesses sont trop grosses et que mes hanches sont trop larges. C'est absurde et je déteste ça. Je veux juste montrer ça aux gens. Les gars, je suis trop grosse. Trop grosse pour l'industrie de la mode. Bonjour à tous. La vidéo de cette jeune Suédoise que nous venons de voir a été visionnée plus de 4 millions de fois sur Internet. Elle nous a donné l'envie d'aborder un problème qui ne date pas d'hier, celui des normes imposées par la mode, le monde de la mode. Ce diktat de la maigreur existe aussi en France et 2 jeunes femmes ont aujourd'hui accepté de briser ce tabou. Nous allons tout de suite faire leur connaissance. Merci d'accueillir Alison et Anaïs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'aviez vue, cette vidéo? Oui. Oui. Et vous en aviez pensé quoi? On se sent, enfin pour ma part, assez concerné. Bon, après, pas l'idée forcément de faire une vidéo qui fasse plus de 4 millions de vues. Mais en soi, c'est vrai que c'est assez choquant. Enfin, moi, quand je la regarde en tant que mannequin déjà, oui, c'est vrai qu'elle a des hanches, effectivement. Vous trouvez qu'elle a des hanches? Elle en a. Vous trouvez qu'elle a des hanches? Pourtant, elle en a en fait. C'est surtout la forme. Moi, je trouve qu'elle a des fesses et encore heureux. Parce que souvent, c'est joli. Bah oui, c'est harmonieux. Bien, je la trouve harmonieuse. C'est révélateur de ce qui se passe en haute couture en fait. Ouais. Voilà. Vous l'avez déjà subi, vous, ce diktat? Oui. Moi, j'ai déjà essayé de rentrer dans les agences de haute couture et je ne peux pas rentrer dans les agences de haute couture parce que j'ai des hanches. Donc voilà. Ça concerne surtout les agences de haute couture? Oui, surtout. Alors vous mesurez 1,80 m et vous 1,79 m. Est-ce que je peux me permettre de vous demander combien vous pesez? Oui, je pèse 64 kilos. Et vous? 60. Durant leur enquête, nos journalistes sont entrés en contact avec beaucoup de jeunes mannequins comme vous, mais la plupart ont refusé de s'exprimer publiquement sur le sujet. Est-ce que ça vous étonne que ce sujet soit encore tabou? Pas forcément que ce soit tabou. Il faut se dire aussi que c'est un business dans lequel les filles entrent. Le fait de dénoncer, ça peut aussi leur faire peur parce que qui dit dénonciation dit perte de contrat. Donc c'est vrai que tout de suite on met un visage à celle-ci, elle a dénoncé, non c'est pas possible, ça lui plaît pas tant que ça si elle dénonce.
Après, il y a des problèmes desquels on peut parler sans que ce soit tabou et sans pour autant qu'on perde en Alors contrat. pourquoi vous avez accepté, vous, de témoigner justement? Vous n'avez pas peur que ça vous empêche de travailler? Personnellement, j'ai pas peur que ça m'empêche de travailler. Déjà, dans le milieu, quand j'ai des choses à dire, je les dis. S'il faut les dire publiquement, autant les dire publiquement. Il faut aussi qu'on comprenne comment ça fonctionne. C'est facile de rester soi-même dans ce milieu où on est toujours sous pression de devoir rentrer dans les normes. C'est la personnalité qui fait la différence. Je pense qu'il faut juste être très fort. Voilà. Alors, 2 spécialistes vont nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour à tous les 2. Nicolas Saïd, vous êtes notre diététicien. Nous allons aborder avec vous les dangers, bien sûr, de tels critères de beauté pour les jeunes filles qui se lancent dans une carrière de mannequin, qui sont jeunes, qui sont en pleine croissance et pour lesquels, évidemment, cet impérialisme de la minceur peut provoquer des conséquences secondaires terribles, des problèmes de fertilité, des problèmes osseux, etc. Et puis des problèmes psychologiques, bien sûr. Et puis Nathalie Garçon, vous êtes créatrice. Cela fait 30 ans que vous travaillez dans le milieu de la mode. Vous avez choisi de dénoncer ce système qui pousse les mannequins en herbe à courir après la maigreur. Depuis combien de temps vous observez, vous, ce phénomène? Alors, effectivement, quand j'ai commencé dans la mode, c'était les années Palace, c'était les années où on a connu des créateurs comme Gaultier, comme Chantal Thomas, comme Mugler, et qui, au contraire, mettaient en avant la différence. Enfin, l'idée, c'était la mode doit être un instrument pour être différent, pour se créer un personnage. Et plus on était... je dirais, plus on avait créé son propre personnage, plus on était reconnu. Après, c'est vrai que quelques années plus tard est apparue une espèce d'uniformité de la beauté. Et je ne me suis pas du tout sentie concernée. Et surtout, je trouve qu'on a une responsabilité. Moi, j'ai une responsabilité parce que je suis une femme, j'ai des enfants. Et je trouvais que c'était une pression qui était très forte et puis qui ne me ressemble pas parce que c'est pas du tout mon idée, en plus de la beauté. Quelle est votre idée de la beauté? C'est la diversité, c'est la variété, c'est un ensemble. La beauté recouvre beaucoup de facteurs qui ne sont absolument pas uniquement celui de la minceur, de la maigreur, ni de l'âge. Donc voilà, c'est pas une dénonciation, j'ai pris un autre chemin. Nicolas, vous, votre regard de spécialiste sur ces silhouettes filiformes, uniformisées, qui se ressemblent toutes? Je crois qu'avec l'évolution, on en discutait, c'est-à-dire que on a vu à l'époque défiler des femmes en tant que telles, avec leur féminité. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, et même des filles qui avaient des formes. Et encore déjà, on était avec des IMC inférieurs à 18, on était déjà relativement bas. Mais je pensais par exemple à Marilyn Monroe, des femmes qui étaient encore plus pulpeuses. Et je crois qu'on ne voit pas défiler des silhouettes aujourd'hui, on voit défiler plutôt des sortes de machines. C'est pour ça qu'on a cette idée d'uniformité. C'est plus le corps de la femme qu'on voit défiler, c'est des sortes de machines qu'on va pouvoir mesurer, quantifier, regarder, comparer, échanger. Et c'est là où on a perdu quelque chose, on a perdu finalement la vie en quelque part, on a perdu de la féminité, on a perdu tout ça pour voir que des cintres défiler au fur et à mesure. Est-ce que vous avez l'impression d'être des cintres, vous? Moi, personnellement, non. Mais c'est vrai que je suis d'accord. En haute couture, les standards sont tellement réduits que les filles, c'est plus la personnalité. La personnalité doit s'effacer pour laisser place aux vêtements. Et du coup, il y a... Dans l'idée de cintre, il faut entendre l'idée de choses. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Voilà, c'est des choses. C'est même plus des choses, c'est juste un porte-manteau qui passe. Une chose, c'est désincarné. Voilà, exactement, pour justement laisser la place aux vêtements. Et c'est dommage. Alors, toutes les deux, vous ne vous connaissez pas, mais nous avons envie que vous vous rencontriez sur notre plateau, car vos parcours ont plein de points communs. Le premier, c'est que vous n'étiez pas forcément destiné à vous lancer dans une carrière de mannequin. Vous souhaitiez faire quoi? Vous avez grandi dans quel univers? Moi, j'ai grandi dans une famille de sportifs. Donc, ma mère était volleyeuse en haut niveau. Mon frère fait du volley en haut niveau. Mon père a fait du volley en national. Et pas vous? Non, moi, je suis l'ovni de la famille. Moi, j'étais plus artiste. J'ai fait de la danse et j'ai fait un peu de dessin. Et voilà. Vous souhaitiez faire ce métier? J'étais très grande et j'étais fine. Donc,
plusieurs personnes m'ont dit, c'est le cliché habituel, t'es grande, tu devrais être mannequin. Donc au bout d'un moment, ça a germé dans mon esprit et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et j'ai commencé, voilà. Anaïs, alors de votre côté, ce n'était pas le milieu artistique qui vous attirait? Vous, c'était plutôt quoi? Les terrains de sport, alors, au contraire? Plutôt, ouais, les terrains de sport et mes baskets, les pointes notamment. J'ai fait de l'athlétisme, les pointes. Ouais. J'ai fait de l'athlétisme pendant 12 ans, dont 3 ans à haut niveau. C'était quoi votre spécialité? Spécialité 400 mètres et 400 mètres haies. Donc j'étais plutôt partie là-dessus, avec une morphologie sportive aussi. Ouais. Très musclée? Très musclée. Un peu moins maintenant, mais effectivement, ouais, très musclée, notamment au niveau du bas du corps. Et puis vous avez été repérée par un photographe. À quel âge? C'est ça, j'ai été repérée à 21 ans, à Madrid, à la sortie de la fac. Donc c'est quelque chose qui m'est tombé dessus totalement par hasard. Qu'est-ce que vous faisiez à Madrid, à la fac? J'ai étudié en traduction, anglaise et espagnole, et pour la dernière année de licence, j'ai décidé de partir sur Madrid en tant que jeune fille au pair. Et ça a commencé comme ça. Quelles étaient vos mensurations à l'époque? À l'époque, le haut du corps, j'ai toujours fait un 36, sauf que du bas, un 40. Ouais. Voilà, une taille 40, soit un 105 de hanche. Il faut savoir que les classiques de la mode, c'est 90, et que ouais, je faisais un 105 de hanche. Ce photographe, il vous a proposé quoi? Ce photographe m'a proposé d'abord des contrats, mais uniquement visage. Donc le bas de mon corps n'a jamais été dévoilé au départ. Pourquoi que visage? Que visage, parce que j'ai un joli visage apparemment, un joli oui, minois. aussi. Et pour le coup, oui, ça a été très cosmétique, très coiffure, pour les salons de coiffure, etc. Et vraiment, ouais, pas de bas du corps, parce que je faisais une taille 40 et que clairement, on ne peut pas montrer dans un lookbook une fille qui fait une taille 40 du bas du corps. Vous êtes de quelle origine? Je suis métissée indienne et guadeloupéenne. Alors, ça vous a plu d'abord de faire des photos et Oui, ça m'a plu. On fait de belles rencontres. Je venais de rentrer dans le milieu aussi, donc c'est quelque chose qui a été intéressant sur le point artistique de la chose. C'est vrai qu'à partir d'un moment, on commence à se poser des questions, se dire pourquoi que mon visage? Est-ce qu'il n'y a que mon visage qui est joli chez moi? Est-ce que c'est normal? Donc au départ, on l'accepte. En tout cas, je l'ai très bien vécu au départ. Alison, vous aviez quel âge quand vous avez décidé de vous lancer? J'avais 19 ans. Vous avez fait des castings? Oui. Est-ce qu'on vous a fait des réflexions sur votre physique? Oui. Dans mes premiers castings, avant de trouver une agence, j'ai eu beaucoup de critiques. Avec la danse, j'étais musclée. Pareil, je sollicitais le bas de mon corps, donc j'avais des bonnes cuisses et des bonnes fesses. Et du coup, j'avais passé notamment un casting avec un chorégraphe. Et il m'avait dit mais vous avez un physique de danseuse, vous n'avez rien à faire là, vous ne pourrez jamais être mannequin, vous n'allez pas réussir à perdre, continuez la danse. Quand on entend ce genre de réflexion, est-ce qu'on se considère pas comme du bétail, quoi? Oui, bah oui. Faut essayer de faire abstraction, en fait. Donc vous avez décidé de tenter votre chance et vous avez commencé à démarcher vous-même des photographes. Voilà. Et puis vous avez signé votre premier contrat avec une agence qui vous a envoyé passer des castings. Exactement. Alors là, ça s'est passé comment? Il y a une des agences, notamment, avec laquelle je travaillais, qui m'envoyait sur des castings avec des filles couture qui étaient toutes maigrichonnes et qui avaient des books de grosses agences. Et du coup, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et on nous faisait essayer des vêtements. Et moi, j'ai commencé, je faisais un 40, après je suis passée en 38, mais du 36 ou du 34, je ne rentre pas dedans. Et donc du coup, je me suis un peu remise en question par rapport à ça. Je me suis dit, si je n'ai pas les contrats, c'est peut-être parce que je suis trop grosse. Donc vous avez commencé à maigrir? Voilà, j'ai commencé à maigrir et j'ai eu une période où ma mère a eu des problèmes de santé. Et donc du coup, j'étais un peu moins forte. Est-ce que vous faisiez du souci? J'étais pas bien dans ma peau, j'avais ma maman qui était pas bien, je savais plus trop où j'allais, j'étais un peu perdue. Et donc du coup, et puis je trouvais que le mannequinat, j'avais quand même quelques contrats et je voulais vraiment essayer. Et plutôt que d'en parler ou d'essayer de demander des conseils,
Je me suis renfermée dans mon truc et j'ai commencé à faire des bêtises. C'est-à-dire? Mais j'ai écouté tous les conseils qu'on pouvait me donner, manger que de la soupe le soir ou juste un thé et manger de la salade la journée pour maigrir. Et du coup, on ne peut pas vivre comme ça parce qu'on se prive et ça entraîne, enfin moi ça a entraîné une période de boulimie. Et donc du coup, j'avais des périodes où j'allais me goinfrer et après je culpabilisais parce que je faisais des efforts pour essayer de maigrir et ça marchait pas. Enfin, Qu'est-ce qui impose ce diktat de la maigreur à ce point dans la haute couture? Pourquoi c'est mieux d'essayer des modèles sur des filles très maigres? Alors, la haute couture, ça a toujours été un peu particulier. Hein. Les mannequins haute couture, déjà, même dans les années 50, c'était un métier à part. On était mannequins Mais pourquoi? cabine. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les robes étaient faites, c'était pas des filles aussi maigres. Hein. D'abord, elles étaient plus petites, c'était des filles minces, mais c'était des filles qui étaient naturellement comme ça. On trouvait une fille jolie dans la rue et elle était comme ça. C'était bon. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait vraiment une différence entre les mannequins couture et les mannequins prêt-à-porter, les mannequins photos. Même, on peut voir les photos des années même 60, Avdon. Sur les photos, les femmes ont l'air plus âgées qu'elles n'étaient. C'est-à-dire, il y avait vraiment une différence entre ce que portaient les femmes en haute couture et elles défilaient devant des clientes. Et pour que ça soit plus simple, elles étaient toutes en 36 ou en 38. Après, c'est devenu un show télévisuel. Après, les défilés sont devenus une surenchère de show et c'est devenu une industrie lourde. Hein. Et pour faire du spectaculaire, pour faire de la surenchère, on est rentré dans un cycle où c'est jamais assez mince, jamais assez grande, jamais assez jeune. Et puis après, il y a une espèce d'ordonnateur, des ordonnateurs de goût. Hein. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. La mode est très autoritaire là-dessus. Enfin, je veux dire, les gens de la mode, que ce soit dans les journaux ou dans les magazines, où il y a une espèce d'assurance comme ça sur on peut pas être beau si on ne mesure pas plus de temps, on peut pas être chic si on n'est pas mince, on peut pas être élégant si on n'est pas. Il faut être comme ça. Et donc, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est essayer d'abord de ne pas rentrer dans ces systèmes-là. Moi, je trouve ça très triste que toutes les jeunes filles rêvent d'être mannequins. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. Si ça vous tombe dessus, si génétiquement... mais c'est terrible en même temps de passer par... Enfin, vous voyez, il y a d'autres métiers, vous êtes belle. Enfin, moi, ça me rend un peu malade quand je vois les filles de mes amis qui me disent comment je peux être mannequin, j'ai tendance à le déconseiller. Hein. Alors, cette réalité que vous nous décrivez, nous avons voulu la constater par nous-mêmes. Une jeune mannequin a accepté d'être notre complice et à l'aide d'une caméra cachée, nous avons pu filmer ses rendez-vous avec de grandes agences parisiennes. On regarde cette enquête de la rédaction et on se retrouve après. Paris, dans le 16e arrondissement. Harmonie, 59 kg pour 1,76 m. Ses mensurations, 90, 64, 92. Mannequin depuis 3 ans, Harmonie voudrait faire évoluer sa carrière et travailler pour la haute couture. Mais elle se heurte régulièrement à des refus violents. Si j'écoute les agences, je devrais perdre 10 kilos pour ma taille. Actuellement, on demande un 88 de tour de hanche. Moi, je fais entre 92 et 95 de tour de hanche. Donc concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui bloque. Bonjour. Bonjour. Donc ça, c'est un 36, donc c'est ma taille. On me dit souvent que je suis fine, je me sens très bien dans mon corps. Par contre, dans le milieu de la mode, on me demande de faire un 32. Chose qui est impossible. Ça voudrait dire que je serais soit malade, soit pas normalement constituée. Ces exigences sont souvent relatées par les mannequins. Mais les agences, elles, démentent tenir ce discours. Nous avons donc proposé à Harmonie que notre journaliste la filme en caméra cachée dans ses rendez-vous avec différentes agences parisiennes. Donc du coup, le micro est ici. On a caché, on a bien gaffé. La caméra se trouve dans le bouton. Dans le bouton, d'accord. Tu penses que ça va être quoi comme réaction? Ils vont surtout insister, je pense, vous allez voir, sur vraiment mes hanches. Ok, on y va? On y va? Allez, allons-y.
chose qu'on va dire de suite, c'est que une installation, c'est assez grand pour faire de la mannequin. D'accord. Peut-être pour toi, c'est possible de faire. Tu peux faire un régime de ouf, tu peux marcher partout, tu peux prendre un coach, c'est-à-dire que tu vas marcher 4 heures, 6 heures par jour. C'est un choix de vie. Tu manges que des protéines, que des légumes, tu manges pas de pain. Mais si vous avez envie de faire des pages de je peux te dire que non, peut-être qu'il peut venir pour toi, c'est des pubs qu'on voit dans le métro pour un jus d'orange ou une voiture. Si tu reviens hyper maigre, on verra. On ne va pas te dire non, on verra. Harmonie et notre journaliste se rendent maintenant dans une deuxième agence. Entrée sans sonner. Est-ce que tu as déjà fait des photos? Un petit peu, ouais. D'accord, tu as quelque chose à me montrer? Tu fais que taille? 1,76. 76, d'accord, je vais voir. Déjà, je vais vous dire, je vais être honnête. Oui, bien, pas de souci. Votre profil ne correspond pas trop à ce qu'on recherche. On prend plutôt les filles de 16 ans et les filles rondes et très fines. Toi, j'ai un très très beau corps, mais déjà, tu as un peu trop de poitrine pour faire la mode. Et en fait, je pense que les vêtements ils sont faits sur les filles, ils sont super minces. Pour la plupart, elles ont 87 ou 88 hanches. Du coup, toi, avec ton 94, tu ne vas pas rentrer dedans. Bah ouais, mais c'est là que j'arrive pas, donc comment faire en fait? J'ai beau faire du sport, faire attention à ce que je mange. Je sais pas. Et voilà, tu vois, si tu t'es décidé à faire ce métier-là, tu dois faire tout pour réussir. Dernier rendez-vous de la journée. Bonjour. Je peux regarder ça, bien sûr. Donc 88 orange, là, on est à 98. Pour nous, ça va pas être possible. Mais ça veut pas dire que je peux pas travailler. À notre agence. Parce que si elle perd du poids... Par rapport aux photos que j'ai vues, photogénie, proportion, elle est plus commerciale que qu'édito fashion, quoi. On mesure carrément comme ça. Bonjour. Bonjour Harmonie, merci d'avoir accepté de participer à notre reportage. Ça doit être humiliant. Très. Hein? Ouais. Comment vous avez vécu cette journée? Vous l'avez tourné hier, ce reportage? C'est ça. Je suis très fière d'avoir déjà tourné ce petit bout de tournage. Pourquoi vous êtes fière? Parce que, contrairement à certaines, j'ai osé me confronter à ces gens et à démontrer à quel point ils sont humiliants avec nous. Donc c'est une fierté pour toutes les jeunes filles qui souhaitent, comme moi, atteindre leurs rêves et qui pensent que le poids ou la silhouette est un frein. Quel est votre rêve? À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc ça a évolué. Hein. Ouais. On prend de la maturité. Avant, je rêvais des podiums, d'être dans Vogue, etc. Maintenant, ça a plutôt d'importance. Voilà, si je peux faire un peu de mannequinat pour me faire plaisir, pourquoi pas. Maintenant, c'est plus pour me faire plaisir. Vous y êtes allé sur les podiums? Vous avez défilé? Oui, j'ai défilé. J'ai récemment fait la Fashion Week à Paris. Donc, j'ai défilé pour un créateur assez connu qui, lui, justement, ne juge pas par les mensurations. Qu'est-ce que vous en retirez finalement de cette expérience dans ce milieu de la mode, de ce que vous connaissez depuis des années? Est-ce que ça a été à la hauteur de votre rêve? Ou est-ce que ça a été beaucoup de déconvenues, d'humiliations? Ça a été très dur. Très dur? Ouais, j'ai beaucoup fait de pauses dans ce milieu parce que j'ai perdu énormément confiance en moi. Comme mes collègues, j'ai pu tomber dans l'anorexie. J'ai fait des régimes de fou pour pouvoir maigrir, perdre mes hanches. Des fois, je faisais même des jeûnes de 3 jours. Des jeûnes? Ouais, des jeûnes. Je mangeais pas pendant 3 jours et je buvais que du thé. Et ça donne quoi, ça, à l'arrivée? À l'arrivée, j'arrivais pas à perdre le poids, donc bon... C'est terrible, quand même. C'est ce qu'on entendait dans le reportage, Nicolas.
Manger des protéines à outrance, marcher 4 à 5 heures par jour. C'est un drame que de pouvoir donner des conseils comme ça. Je crois que déjà, on peut discuter entre professionnels parce qu'on a au moins une formation médicale et on peut au moins discuter des conseils diététiques. Là, ce sont des personnes qui ne sont pas qui ne sont pas professionnels de santé et qui n'ont même pas conscience des dangers qu'ils vont créer chez la jeune personne. Alors, au-delà de la frustration, c'est pas maigrir, c'est se dénutrir, ce qui n'a rien à voir. 1m80, taille 32, c'est des critères gravement anorexiques. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les critères dans l'anorexie mentale, le critère d'IMC a disparu. Dans le nouveau critère de diagnostic des maladies psychiatriques mentales, le DSM, on a fait disparaître l'IMC. C'est plutôt l'idée que pour une certaine taille, vous ne voulez pas maintenir votre poids physiologique comparé à votre taille et que vous êtes toujours dans une démarche de réduire vos calories pour pouvoir perdre. C'est plus cette dimension-là qui est apparue aujourd'hui, beaucoup plus que l'IMC. Donc, ce qui fait que ça ouvre un peu plus à la population face à ces troubles. Mais je crois que ce que l'on voit dans les reportages, hormis des conseils nutritionnels complètement aberrants et fous, je dirais, dangereux, ça démontre aussi que vous, les mannequins, vous avez besoin de protection. J'ai entendu un truc qui m'a surpris, moi, récemment, là. C'est très à la mode en ce moment, les gens qui partent faire un jeûne d'une semaine. Alors, ils boivent du thé, du bouillon, et ils marchent 4 à 5 heures par jour. Et ils disent qu'ils se portent très bien. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Le fait de jeûner, déjà, premièrement, va vous mettre dans une certaine condition physiologique. C'est-à-dire que le corps va s'adapter. Et plutôt que d'utiliser en fait les glucides pour pouvoir maintenir la glycémie, il va sécréter d'autres petites molécules pour pouvoir maintenir la glycémie. On appelle ça des corps cétoniques. Le seul problème, c'est que lorsque vous sécrétez ces corps cétoniques pour laisser les neurones fonctionner, parce que les neurones sont des très gros consommateurs de glucides, quand vous sécrétez des corps cétoniques, vous allez un peu perdre la conscience, un peu perdre la réalité. Donc ça vous fait être dans un état un peu euphorique. Et c'est très bien écrit dans ces jeunes. Donc on met à l'épreuve le corps avec une hyperactivité physique de 4 à 6 heures de marche, avec une restriction. Il faut savoir que dans les années 1950, il y a eu une étude qui a été faite par un monsieur qui s'appelait Keyes, et il avait pris des jeunes hommes, objecteurs de conscience, qui avaient 24 ans, et on les avait mis dans un état de restriction alimentaire et on les avait maintenus dans cette hyperactivité physique. Et on avait regardé leur comportement alimentaire. En fait, on s'était rendu compte que d'un seul coup, ils étaient préoccupés par le poids, ils étaient préoccupés par leur corps, ils avaient des syndromes de stress, ils avaient une incapacité de se juger positivement. Dans les phases de réalimentation, il y en a qui perdaient le contrôle, ils ont eu des phases de boulimie, des crises Donc en fait, ça les plongeait dans un état qui crée un trouble du comportement alimentaire. Exactement. Il faut bien comprendre que ce n'est pas des conseils pour maigrir qu'on vous a donné, c'était des conseils pour vous dénutrir. Le corps dénutri se retrouve dans un contexte physiologique particulier qui pousse vers l'envie de manger et non pas un état de frustration en tant que tel. Et l'euphorie dont vous parlez est, j'imagine, très ponctuelle. C'est-à-dire que si on prolonge ces états de dénutrition, c'est pas forcément... Alors, vous avez deux phases. Vous avez une première phase, vous avez un fort amaigrissement, puis après, vous avez une phase de stabilisation où la perte de poids n'est pas extraordinaire. Mais par contre, quand vous arrivez au bout, que ça se fracasse, je dirais, là, vous avez un danger de vie. Là. Alors, Alison, comment vous réagissez au reportage qu'on a vu, là ? Ça vous a pas surprise? Non, ça m'a pas de surprise. On vous a carrément demandé de perdre du poids? Oui, on me l'a demandé. On vous a demandé de perdre combien? C'est pas en poids en fait, c'est en centimètres. C'est avec le mètre. C'est comme il y a dans le reportage, en fait, on nous mesure. On prend nos mesures. Voilà. C'est notre ennemi, le mètre. Le ruban. Donc, par exemple, vous devez perdre du muscle aussi, j'imagine. Voilà, c'est ça. Le muscle est volumineux. Et en fait, je pense, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. C'est parce que je voulais dire qu'il faut aller voir les professionnels, justement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à en parler à ma famille. Et comme ils sont sportifs, ils m'ont dit, déjà, ils m'engueulaient quand je prenais ma soupe et mon thé le soir. Et ils ne comprenaient pas. Et ensuite, ils m'ont poussé progressivement à aller voir des professionnels. Et j'en avais parlé à mes amis qui m'ont engueulé aussi. Parce que j'ai eu une courte période. Après, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que je vais perdre du poids.
Pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte, la société de consommation met en place tout ça. Oui. Il y a aussi une manière, vous, votre génération et nous, en tant que femmes plus âgées et tout, de réagir. Je pense tant que les gens achèteront, tant que les gens suivront, que ce soit les publicités, les magazines qui mettent ça en avant, ça marchera. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur quel est notre rôle aussi dans tout ça, en tant que parents. Moi, mais il y a beaucoup d'hypocrisie parce que les journalistes, les magazines, on dénonce tout ça, on n'arrête pas d'en parler et pour autant, on continue à monter. Enfin, les publicitaires choisissent. Voilà, donc. Mais parce qu'il faut créer d'autres modèles. Je pense que votre génération, il y a d'autres modèles de beauté, il y a d'autres modèles de réussite que les mannequins, il y a d'autres modèles. Moi, je trouve qu'on est quand même dans un appauvrissement du paysage au niveau des modèles. Moi, je reviens toujours à ce mot parce que je trouve dommage que votre génération, et j'en connais beaucoup, votre idéal, à un moment donné, alors que vous avez été une grande sportive, enfin, il y a du potentiel, ça a été d'être mannequin. Je veux dire, ça veut dire que c'est très fort, ça a une force de frappe très forte. Donc, je crois qu'il faut qu'effectivement, des gens qui sont plus responsables mettent en place d'autres modèles. Parce que on changera pas, vous ne changerez pas les agences de mannequins. Enfin, je crois que... C'est bizarre ce que vous dites, parce que pour faire, en tant que créatrice, vous avez besoin de mannequins. Comment vous feriez sans les mannequins ? Écoutez, moi d'abord, je pense que je n'ai pas besoin de mannequins. J'ai besoin de femmes qui portent mes vêtements. Donc, moi, je fais des vêtements qui vont à des femmes qui les portent. Donc, effectivement, une jeune femme d'1m87 et qui ne trouvera pas de vêtements chez moi. On adore cette idée. Alors là, moi, je suis... Non, mais cette idée. Je crois qu'il faut être cohérent. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Je pense qu'en plus, on défend tous aujourd'hui une idée de diversité. Donc, quand je vous entends aller dans ces castings où on dit qu'il faut perdre des... Enfin, moi, je trouve que c'est une absurdité, quoi. Il ne faut pas y aller. Il faut pas y aller. Et il y a des créateurs qui travaillent différemment. Il y a des marques qui, aujourd'hui, travaillent différemment. Il faut, à titre individuel, ne pas rentrer dans ce système. Surtout... Anaïs, vous, par exemple, vous vous avez demandé de perdre combien de poids en combien de temps ? La demande a été de perdre 10 kilos en 3 mois. Comment vous vous trouviez avec 10 kilos de moins ? Différente, asséchée peut-être, déshydratée peut-être aussi. Non, vraiment, le corps change. On se dit, est-ce que c'est vraiment moi ? J'ai eu ce corps-là, j'avais 13 ans. C'est ça. Par rapport à aujourd'hui, là, aujourd'hui, vous avez combien de kilos en plus par rapport à cette époque ? 4 kilos en plus par rapport à cette époque. Ah oui, que ça ? Oui. Je me suis maintenue. Et comment vous vous alimentez aujourd'hui pour n'avoir pris que 4 kilos ? Très bien. Je m'alimente très bien. Je mange ce qu'on appelle équilibré, où le petit déjeuner est quand même important, donc assez conséquent. Je vais prendre des œufs ou du jus avec, et puis une petite céréale. Voilà. Le déjeuner, je mange plutôt bien. J'essaye de m'imiter aux légumes et à la viande. Si j'ai envie d'un féculent, je vais le rajouter. Mais le soir, je mange jamais d'entrecôte frite, quoi, par exemple. Ah si. Ça m'arrive. Combien de fois ? Une fois par mois ? Quand l'envie me le dit, j'y vais. Donc ça veut dire que vous obéissez à vos envies de temps en temps ? Maintenant, oui. La question de se faire plaisir ne vaut que si, dans la journée, vous ne faites pas de restrictions et le lendemain, vous ne faites pas de restrictions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent « je me fais plaisir ». Mais en fait, quand vous regardez, c'est ce qui fait ce que j'appelle des alimentations par dette et par crédit. Il va falloir que j'aille faire du sport auparavant parce que j'ai un gros repas le soir. Ou là, je n'ai pas pu contrôler à mon repas, donc je me fais plaisir. Mais par contre, demain, il va falloir que je fasse attention. Et donc, il faut faire attention avec ce mot plaisir parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut vérifier comment l'architecture de pensée vis-à-vis de la nourriture s'organise. Donc, se faire plaisir, moi, hop, d'entrée... J'ai mis un doute et je fais attention et je vérifie un petit peu comment c'est structuré, comment c'est organisé, tout autant qu'argumenter d'entrée une alimentation équilibrée. Parce que l'équilibre alimentaire, déjà, premièrement, la vision que l'on a... Qu'est-ce qu'il faut faire alors si on n'obéit pas son plaisir Il faut être chirurgical de ce qui est très problématique, de ce qui ne l'est pas. Oui. L'équilibre alimentaire... La vision qu'on en a ne vaut qu'en France. Vous allez en Espagne ou en Angleterre, la vision de l'équilibre alimentaire n'est pas la même. Mais pourtant, on vise la même chose, c'est-à-dire la bonne santé de la population. Ouais. Mais on ne le voit pas de la même manière. Donc manger équilibré n'est pas quelque chose qu'on va regarder en premier. Ce qu'il faut regarder en tant que professionnel de santé, c'est j'ai un individu qui a un certain âge, un poids, une taille, et donc des besoins énergétiques. D'abord, il faut que ces besoins soient couverts.
une fois que les besoins énergétiques sont couverts, après, je peux aller m'occuper de l'équilibre alimentaire. Il n'y a pas de modèle. Bien souvent, je crois que manger bien, c'est vraiment trouver la bonne adéquation entre mon niveau de sensation de faim et de faire un bon choix alimentaire. C'est ça vraiment de s'alimenter. C'est comprendre qu'on a un corps qui a de la physiologie, que c'est parfois imprévisible. On n'a pas toujours faim de la même manière. Vous pouvez vous lever tous les matins, dire que vous avez faim, mais est-ce que vous pouvez dire que vous avez la même intensité de faim tous les matins? Ça, c'est pas obligé. La faim est variable tous les jours. Et en fait, c'est ça, manger, c'est cette adaptation. Vous êtes de plus en plus mince, vous. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. Vous faites très attention à ce que vous mangez? Mais j'essaye de faire bien correspondre ma sensation de faim et ce dont j'ai besoin. Donc vous faites plaisir? Donc ça veut dire le quoi, plaisir, je ne le mets pas. Alors c'est compliqué parce que le plaisir, je ne le mets pas au même endroit. Ça veut dire que vous mangez que lorsque vous avez faim? Par exemple, déjà, premièrement, oui. Moi, ce soir, je vais au restaurant avec des amis. Alors, avant, je vais me dire, bon, est-ce que j'ai faim? Non, je vais dire, j'ai envie de partager un moment avec eux. Donc, je vais... C'est là où il faut être chirurgical. Je crois que quand vous allez passer juste un repas avec des amis, on n'a pas à se poser ce type de questions-là. Oui, on n'a pas très faim, mais on va partager. Là où c'est problématique, c'est aller à ce repas, ne pas avoir très faim, et commencer à dire, puisque tu en es là, laisse-toi aller, parce que demain matin, tu feras du régime, parce que demain matin, tu vas aller courir. C'est à ce moment-là où vous augmentez votre prise alimentaire par crédit, par dette, qu'il vous faudra rembourser le lendemain. Je suis d'accord avec vous parce que... non, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai pris sur moi, donc j'ai réfléchi, je me suis dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas te nourrir. Et depuis que j'ai pensé autrement et que je m'écoute, j'écoute mon corps, j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je mange pas. Et ça va beaucoup mieux. J'ai envie d'une pizza, je me fais plaisir, j'y vais. Si demain j'ai envie que d'une salade, je prends qu'une salade. Mais j'ai appris à écouter vraiment mon corps, ce que lui me demande. Et depuis, je ne prends plus de poids, je me suis vraiment stabilisée et je me sens bien. Voilà. Alison, vous aussi, à force d'entendre que vous étiez, que vos mensurations ne convenaient pas, vous avez perdu beaucoup de poids. Combien? En combien de temps? Pendant ma période de boulimie, j'avais perdu 5 kilos. Après, pendant la période de boulimie, vous avez perdu 5 kilos? Ouais. Vous vomissiez? Pardon? Pendant 6 mois. Oui, de temps en temps. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je mangeais de la soupe le soir et je prenais du thé et je prenais que des salades. Et j'avais des périodes où j'avais besoin de me faire plaisir pour reprendre. En fait, voilà, c'est ce que vous disiez, c'est mon corps qui appelait d'autres aliments parce que j'étais frustrée. J'avais des carences. Oui, voilà. J'étais sous-alimentée et donc du coup, j'essayais de compenser et après je culpabilisais. Mais on vous disait quoi dans votre entourage? Ils étaient témoins de vos troubles alimentaires? Non. Mais si, mes parents, je vivais chez mes parents, donc oui, ils m'ont engueulé comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais oui, mes copines aussi ont commencé à me faire quelques réflexions et je leur en ai parlé. Et c'est elles, au bout de 6 mois, qui m'ont dit arrête tes conneries. Et mes parents m'ont conseillé d'aller voir un nutritionniste. Et vous, Anaïs, votre entourage? Je vivais à l'époque avec mon conjoint qui me voyait me peser le matin. Rentrer à la pause déjeuner le midi, il me pesait encore. Aller me coucher le soir, il me pesait avant d'aller me coucher. Et à un moment donné, oui, il a alerté ma mère et qui m'a dit mais il est hors de question que tu tombes dans l'anorexie. Non, t'as trop maigri, tu comptes maigrir jusque quand? Et là, on se dit, ok, bon, j'ai un problème. On se rend compte aussi, oui, qu'on a un souci, parce que quand on se pèse à chaque moment de la journée, c'était dès que j'étais à la maison, il fallait que je me pèse. Si j'étais à la maison pendant 4 heures, pendant les 4 heures, je me pesais 4 fois. Ça devient obsessionnel. C'était une obsession. Alors, il est temps de faire une courte pause avant de découvrir la suite de vos parcours aux unes et aux autres. N'oubliez pas, toute une histoire est aussi sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter et nous dire ce que vous pensez des mannequins que vous avez l'habitude de voir dans les magazines. À tout de suite. Au programme de cet épisode de l'Histoire continue. Je vis comme tout le monde, sauf que j'ai des traitements assez lourds. J'ai décidé que ma maladie, elle ne m'empêcherait pas de faire certaines choses, et au contraire. Aujourd'hui, il y a une naissance tous les 3 jours en France. Il y a un enfant qui est atteint de mucoviscidose. C'est une maladie génétique. 2 femmes nous donneront une belle leçon de vie. C'est
C'est pas parce qu'on a la muco qu'on ne peut pas avoir de travail. Et moi, je voudrais me battre sur ça pour vraiment avoir un travail, fonder ma famille comme Nelly. J'ai eu plusieurs conversations avec les médecins parce que je commençais à vouloir parler de futur. Et ils m'ont gentiment dit, mais de toute façon, tu n'auras jamais d'enfant. Puisque c'est comme ça, j'en aurai 3, 4 et 5. Le fait de parler, ça nous aide beaucoup. On ne passe plus pour que des malades. On est aussi des êtres humains. On n'a plus la même étiquette qu'on pouvait avoir à l'époque. À tout à l'heure sur le plateau de l'Histoire continue. Vous aussi, vous pouvez témoigner dans toute une histoire. Vous voulez changer de vie, mais vous craignez de déstabiliser toute votre famille. Vous êtes en froid avec votre mère ou votre père et vous hésitez à faire le premier pas. Vous vous sentez très différent des autres membres de votre famille et vous vous demandez si vous pourrez vous entendre un jour. Vous venez d'apprendre que vous aviez une autre famille, mais vous n'osez pas entrer en contact avec elle. Pour participer à notre émission, vous pouvez contacter notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur notre site internet. Juste après l'émission, vous avez rendez-vous pour un chat en direct avec Nicolas Sahuc. Régime dangereux, troubles alimentaires, notre diététicien répondra à toutes vos questions. Alors connectez-vous dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les jeunes femmes que nous recevons aujourd'hui ont des mensurations qui font rêver. Et pourtant, elles sont jugées trop grosses pour l'industrie de la mode. À force de l'entendre, elles ont fini par y croire et elles ont même mis leur santé en danger. On en parlait à l'instant avec Anaïs et Alison qui nous disaient être entrées dans une période obsessionnelle à propos de leur perte de poids. Comment vous en êtes sortie de cette spirale infernale, Alison? Je suis allée voir un nutritionniste sportif. Et de là, en fait, il m'a dit vous êtes tout à fait normal, donc il faut arrêter vos conneries. Et il m'a dit si vous voulez perdre des hanches, il faut faire tel sport, il faut le faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire comme sport? Ça nous intéresse. Moi, il m'a juste conseillé de faire de la cardio et de ne pas en faire trop pour ne pas prendre trop de masse de muscles. Et après, il m'a conseillé de manger ce que je voulais tant que je variais les repas avec un peu de tout, quoi. Alors, c'est quoi ce que vous voulez Non, mais c'est quoi ce que vous voulez? Je me souviens plus exactement, mais je sais qu'aujourd'hui... J'imagine pas de pâtes, pas de riz, pas de trucs comme ça, quoi. Pas trop de féculents. Franchement, aujourd'hui, je m'en fous. Non, mais sérieusement, je vais à la salle de sport de temps en temps, juste parce que ça me permet aussi de me sentir bien. Nathalie, vous la feriez défiler? Absolument, oui. Moi, je vous dis, je ne suis pas du tout fascinée par la maigreur, donc j'ai toujours aimé. En plus, moi, j'ai fait défiler des femmes comme Marthe Lagache, qui était une mannequin très ronde, absolument magnifique, des actrices. Donc, je ne suis pas du tout dans ce système. Donc, effectivement, après, c'est la personnalité, c'est la manière de bouger, c'est l'humour, c'est plein de choses qui font que je trouve une femme belle. Donc, alors, il y a une jeune femme qui va certainement vous plaire. Elle s'appelle Aglaé. Elle est belge, mais elle arrive tout droit de Londres. On l'accueille tout de suite. Aglaé, merci d'être venue nous voir. Alors, après avoir vécu plusieurs années à New York, vous habitez aujourd'hui en Angleterre, où vous menez une carrière de modèle grande taille. Alors, est-ce que je peux vous demander de nous donner vos mensurations? Oui, je fais 1m81 et une taille 44. Est-ce que vous avez été confrontée à ce que nous racontent les jeunes filles qui sont présentes? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez tenté de perdre vos formes? Oui. J'ai été remarquée dans la rue quand j'avais 16 ans. Et ils m'ont dit, c'était assez gai, parce que c'est assez impressionnant au milieu de la mode. Et ils m'ont proposé de travailler en tant que mannequin. Et c'était... Moi, je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'étais plus mince que maintenant, parce que forcément, j'avais 16 ans, donc je faisais un 40. Et j'ai été, et ils m'ont dit, en effet, que si je voulais être mannequin, il fallait que je perde, il fallait que je perde
il fallait que j'essaie. Au début, ils m'ont juste dit essaie de perdre du poids. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est pas fait pour tout le monde. Voilà, j'ai perdu un peu de poids facilement. J'ai perdu peut-être 5-6 kilos facilement. Et puis je suis retournée et ils ont pris une photo. Ils m'ont dit ok, super, t'es super photogénique. On se lance. Et donc, oui, à ce moment-là, ils m'ont demandé de encore perdre du poids, ce que j'ai fait. Et puis ça, je l'ai perdu. Et ensuite, après, j'ai commencé à faire des castings. Et là, mes mensurations étaient quand même trop larges, alors que je faisais 25 kilos de moins. Donc là, vous faisiez quelle taille? 36. 36, parce que j'ai la morphologie. Je suis une fille grande, j'ai les épaules larges, j'ai les jambes musclées. Enfin, mes os ne vont pas disparaître. Donc c'est ça. Je ne pouvais pas aller plus loin. Et, vous avez eu l'impression de mettre votre santé en danger à un moment donné? Au début, je ne me rendais pas vraiment compte. Je pensais, j'étais tellement dans ma folie de devenir mince. Et que j'étais tellement obsédée par ça que d'ailleurs j'avais tout le temps l'impression d'être grosse, alors que j'étais plutôt mince. Et non, je ne me rendais pas compte. C'est un moment où vraiment j'essayais de dépasser les 20 kilos perdus, que là, je me rendais compte que ça allait plus. Là par exemple, c'était la période où vous étiez au mais là, plus je n'étais pas encore le plus mince. Comment? Je n'étais pas encore le plus mince. Là, ça allait encore. Il y a des photos où vous êtes très mince. J'ai essayé de trouver, mais je les ai plus. C'est marrant parce que vous avez amené des photos de vous, c'est pas des photos de mannequins, ça? Mais non, je les ai plus. J'ai demandé à mon agent. Et pourquoi vous les avez mon plus? agence, je les ai pas gardées. Pourquoi? C'était pas l'époque digitale, en fait. Donc, c'était pas sur Facebook, c'était pas sur Instagram. J'ai beaucoup déménagé. Mais vous avez quel âge aujourd'hui? 27. Bah alors, c'était il y a pas si longtemps. J'avais 16 ans. J'avais pas encore mon propre ordi, moi, j'avais pas mon portable, je pense. C'est vrai, Est-ce que vous avez arrêté assez vite alors? J'ai arrêté quand j'avais 18 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait un énième casting et en fait j'ai les cheveux à la base bouclés et ils étaient jusque-là, ils étaient très bouclés. Et j'ai fait un casting pour faire la couverture d'un magazine. Et ils m'ont dit top, c'était un spécial cheveux. Donc ils m'ont dit stop, on t'adore, mais t'es un peu trop large. Je faisais un taille 38, j'avais pris 5 kilos parce que je passais mon bac et j'avais plus le temps de me focaliser sur mon poids. Et donc j'ai pris 5 kilos et donc je faisais un 38 et ils m'ont dit t'as une semaine pour perdre 5 kilos et on prend, mais évidemment j'ai pas réussi. Donc, et à ce moment-là, je me suis dit bon, si on me prend pas pour mon spécial cheveux, je suis foutue, quoi. Enfin, j'arriverai jamais. Et j'ai arrêté. Enfin, je suis partie à l'étranger pendant 1 an. Et à ce moment-là, j'ai complètement décroché. Je pense que c'est bien d'avoir fait ça. Ouais. Et puis, à 22 ans, vous avez reçu un coup de fil d'une agence? Oui, j'ai reçu un coup de fil. Au début, je voulais pas y aller. Parce que je me suis dit, bon, ça y est, j'ai pris 25 kilos. Ils vont jamais me prendre. Ça sert à rien que j'aille me mettre là. Et, juste avant de nous raconter ça, est-ce que ça pose un problème avec les garçons? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout? Non. J'avais plus de problèmes à l'époque quand j'étais tellement mal dans ma peau. Donc vous confirmez qu'il y a des garçons qui aiment bien les formes? Les garçons, ils aiment bien les filles qui se sentent bien dans leur peau. Ouais. Voilà. Donc ils aiment les formes. Je pense qu'il n'y a pas de corps précis. Non, mais c'est important à dire ça aux jeunes filles qui nous regardent. Les garçons aiment les jeunes filles bien dans leur peau. Exactement. On s'en fout de la taille. Bon. Alors donc, ce coup de fil à 22 ans. Oui, donc je suis retournée. Au final, j'ai craqué. Je me suis dit, ok, je passe. Et je leur ai dit d'emblée, voilà, j'ai pris du poids, je ne le perdrai pas, c'est fini, quoi. Et ils m'ont dit, il y a le mannequinat grande taille. Je ne connaissais pas du tout. Je commençais mes études et ils m'ont dit, tu peux faire quelques petits jobs à côté pour t'amuser, pour gagner un peu d'argent de poche. Quoi? J'ai fait des études de communication. Voilà. Et donc pendant mes études, j'ai fait ça. Et ça a décollé, quoi. Donc je faisais beaucoup de jobs, je voyageais beaucoup. Vous vous trouviez belle sur les premières photos? En grande taille? Non. Les premières photos, je pense que au final, on se prend pas. Peut-être maintenant, les gens se prennent plus en photo, mais avant, non, on se prenait pas tellement en photo. Et de m'être vue sur les photos de grande taille, alors que dans ma tête, je pense que j'étais toujours calée sur mon 38, 36. Et au début, j'avais du mal. Mais j'ai été très fort inspirée par mes collègues, qui sont toutes des filles magnifiques, tellement saines, tellement gaies, et que je trouvais très belles. Est-ce qu'il y a de très bons photographes que vous inspirez, ou est-ce que les très bons photographes
C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'il y a de bons photographes qui sont inspirés par les filles de grande taille? Oui, je pense que les photographes et la mode, ils sont inspirés parce que la personne dégage, en fait. Parce qu'on est, évidemment, il faut être un peu photogénique, mais je pense qu'à la fin de l'histoire, c'est ce que la fille dégage ou ce que la personne photographiée dégage. C'est ce que vous dites, Nathalie, c'est ça qui vous importe. Moi, quand je la vois, vous me faites penser à vraiment Rosemary McGrotta et toutes ces mannequins qui ont été, à un moment, qui avaient des formes qui étaient magnifiques. Et justement, c'est ce que vous dégagez, c'est-à-dire qu'il y a votre beauté et en même temps, il y a une... C'est très important et je trouve que c'est en tant que consommatrice, en tant que femme, c'est bien aussi de montrer qu'on a envie d'avoir des modèles comme vous. Donc je crois que quand on vous voit, on comprend, enfin, on a envie de femmes comme vous. C'est qui le monsieur sur la photo? C'est mon petit frère. Ah bon? Magnifique. Oui, c'est mon petit frère. Anaïs, vous en êtes où, vous, aujourd'hui? Aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis, avec ma taille 36-38. Contrat à la clé, tant mieux. Pas de contrat à la clé, tant pis. J'ai un visage qui fonctionne pas mal. Et pour le coup, j'en joue beaucoup. Je m'accepte vraiment comme je suis. Je suis heureuse aujourd'hui de me lever, de me regarder dans le miroir et de me dire « Ouais, je suis bien. Je suis bien, je fais pas une taille 34 comme on a pu me demander. Je descendrai pas en dessous du 36, ni du 38. » Voilà. Si on vous le demande? Même si on me le demande, on pourrait me donner 1 million pour le faire, je ne le ferai pas. Parce que je me sens bien. Voilà. Et que c'est, à mon avis, le plus important. Alison, vous avez décidé de changer de continent pour tenter votre chance. Vous êtes installée où? En fait, le mannequinat, au départ, je le faisais à côté de mes études. Et une fois que j'ai terminé mes études, je me suis dit, bon, je vais tenter d'essayer de faire ça pour de vrai. Et donc, du coup, je suis partie en Asie. Et là, je suis tombée dans une agence de fitting où on ne m'a pas demandé de perdre du poids ni rien. Une agence de fitting. En fait, c'est les agences qui font, qui font la production, qui font les mesures. Voilà, c'est ça, c'est des essayages. Et donc là-bas, j'étais pas devant les objectifs, j'étais derrière. Je travaillais avec les stylistes, je travaillais avec. J'ai fait des showrooms aussi où c'était les clients qui me prenaient en photo. Mais finalement, c'est là-bas où j'ai vraiment découvert le métier de mannequin et j'ai découvert que le métier de mannequin, c'est pas les paillettes, c'est pas le strass. Ça, c'est un à côté qui est valorisant. C'est vrai que on travaille avec des équipes qui sont géniales, qui nous mettent en beauté. Mais après, c'est ce que tout le monde dit, c'est la personnalité qui fait la différence. Et faut être... Parce qu'il y a toute une partie de la mode qui a besoin de femmes comme vous. Oui, aussi. Oui, Tout le monde ne vend pas que des... Après, une fois que les mises au point sont faites, on a besoin de femmes qui ont des mensurations, qui sont... Voilà. La mise au point, elle est faite sur des femmes comme vous. Pour le coup, oui. Je pense qu'on est toutes chanceuses d'être proportionnées comme on est à la base. Et en fait, c'est juste qu'il ne faut pas lutter contre ces proportions. C'est une chance qui nous est donnée de partir à l'étranger ou de faire ce métier. Il ne faut pas aller contre sa nature, en fait, je pense, au final. C'est le plus important. Trouver son marché. Je vis très bien de ce que je fais et je ne vis pas du tout pour les paillettes. Et en fait, je suis très heureuse comme ça. Et vous êtes plus épanouie qu'avant? Oui, beaucoup plus. Et c'est ce que vos proches trouvent aussi, que vous êtes plus épanouie? Je pense. Il y a quelqu'un qui est particulièrement fier de votre parcours et qui a tenu à vous le dire. Salut Ali. Bah voilà, petit message pour te dire que je suis très fier de tout le chemin que tu as parcouru jusque-là. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, notamment parce que ça a été un calvaire pendant un certain temps, avec ces petits soucis que tu as eus de poids. On a parlé tous les deux. Moi, ça m'a pas plu du tout. À un moment donné, quand tu t'alimentais mal, très mal. Personnellement, je le voyais pas forcément. C'est vrai que j'étais pas là la semaine, donc je pouvais peut-être pas voir tout en détail. Je t'ai poussé à aller voir quelqu'un et voilà, si ça a pu t'aider, je suis très content d'avoir pu le faire. Je sais que dans la famille, on est vachement attaché au sport et on suit beaucoup mes résultats, mais en tout cas, de ton côté, tu as fait du très beau chemin aussi et t'as rien à m'envier, ni à envier à n'importe qui. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de réussite et puis plein de bonnes choses, et puis je te fais de gros bisous, puis on se voit bientôt de toute façon. Allez, gros bisous, ciao.
donc, c'était votre frère, grand frère ou petit frère? Frère aîné? C'est un petit grand frère. Beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions? Oui, parce que vu qu'il a fait une sport-études, on a été séparés enfin on se voit pas souvent, mais on a une très forte complicité, on s'aime très fort et voilà. La souffrance, elle a été réelle et elle n'est pas si loin, hein, j'ai l'impression. En fait, c'est pas qu'elle n'est pas si loin, c'est que c'est vraiment une époque qui m'a marquée et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est parce que je pense que les jeunes filles qui veulent se lancer dans ce métier, il faut qu'elles aillent voir des professionnels. Après, vous m'avez demandé des conseils, moi je suis pas là pour donner des conseils. Des professionnels de la diététique. Monsieur. Enfin, moi après, je gère ma vie comme je l'entends maintenant, mais il faut aller voir. Mais vous aimeriez leur dire quoi, ces jeunes filles, quand même, par rapport à ce milieu? Parce que, en dehors de ce diktat du poids et des mensurations, est-ce que c'est un milieu facile à côtoyer? Est-ce qu'on se brûle pas les ailes? Est-ce que, voilà, on y trouve quoi? J'ai l'impression qu'il faut être sacrément équilibré. Vous êtes une sportive, vous êtes issue d'une famille de sportifs, donc c'est des bases solides, ça. Mais pour rester équilibré dans ce milieu, ça doit être compliqué quand même. Je pense qu'il faut avoir un mental vraiment fort, parce qu'on peut vite décrocher. Même moi, hier, en faisant le reportage, même si j'étais préparée à m'attendre à ce genre de réflexion, c'est pas toujours plaisant de se faire humilier comme ça. Je veux dire, j'en ai pris plein la tête, quoi. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ouh. Et je pense que si j'étais pas préparée psychologiquement, si j'étais une jeune fille de 15 ans, je pense que le soir, je fais une dépression, concrètement. Parce que on s'attaque au physique et ils n'hésitent pas à vraiment nous descendre. Vous diriez quoi, vous? Moi, je pense que on oublie que c'est un business et que le physique, c'est pas tout du tout. Et ils cherchent quelque chose de précis. Et moi, je m'en prends plein la tête souvent. Oui, je suis trop grosse, trop fine, trop ceci, visage pas assez beau, cheveux pas comme ci. Mais c'est pas le plus important du tout. Enfin, Mais où vous le trouvez, votre équilibre? C'est quoi le plus important? Je me suis entièrement détachée de ça. Je me suis détachée de l'aspect physique. Et pourtant, vous en vivez? Du regard des autres. Oui, j'en vis parce que je pense que justement, je me suis détachée. Je suis là pour faire un travail. On me demande d'être comme ci ou comme ça sur le plateau, d'être plus commercial, moins commercial, mettre mes formes en avant, moins les mettre en avant. Et c'est pas vraiment moi, ça me touche pas moi personnellement. Est-ce que vous avez l'impression quand même de participer, à faire passer un message justement dans ce milieu-là? Je pense que oui, forcément, on aide à faire voir que le fait de montrer notre différence, c'est extrêmement rare de voir des filles avec des formes dans tous les jours, quoi. C'est hyper rare et je pense que de voir des filles plus voluptueuses, ça aide des jeunes filles, ça aide des femmes à se dire que c'est aussi très beau, quoi. Vous recevez ce genre de témoignages en retour? Oui, je reçois des messages de jeunes filles, des messages de femmes, des messages de... Décomplexer des tas de femmes. Mais oui, vraiment, parce qu'au final, c'est pas important. C'est vraiment pas important. J'ai de la cellulite, j'ai des fesses, mon ventre n'est pas plat. Mais mon corps fonctionne, il est fort. Mais c'est le plaisir, quoi. Le corps est là pour manger, pour aimer, pour vivre. Et une fois qu'on se détache de ça, tout va mieux. Tout va mieux, on est plus belle, on est mieux dans notre peau. Et aller dans une agence, c'est ça qu'ils me disent à la fin, c'est selon leurs critères pour faire vendre. C'est pas personnel. Merci en tout cas, c'était important de vous entendre aujourd'hui et j'espère qu'on aura su convaincre plein de jeunes filles qui nous regardent. Merci à Nathalie Garçon et à Nicolas Sayuc. Je vous rappelle que c'est Nicolas Sayuc que vous retrouverez cet après-midi sur le chat de l'émission. Quelle chance! Vous répondrez à toutes les questions de nos téléspectateurs. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue consacré aujourd'hui à la mucoviscidose. Vous retrouverez Nelly qui était venue nous parler de son combat il y a quelques années
Elle poursuivra la discussion avec une jeune téléspectatrice atteinte de la même maladie. Elles sont en coulisses et on les retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci. Merci. Dans notre prochaine émission, nous viendrons en aide à Mélanie et à sa mère Odile. Elle a fait quand même beaucoup d'efforts. Elle est passée à un alcool beaucoup moins fort. Mais elle continue toujours. Malgré tout ce qu'elle pense, je suis là quand même. Je veux l'aider. Sur le coup de 7 heures, je ne sais pas pourquoi c'est l'heure. Même s'il n'y a pas d'envie, je vais chercher la bouteille. L'alcool a brisé le lien qui unissait cette mère et sa fille. J'ai dû boire 4 bouteilles de mousseux. Et alors après, vous vous êtes attaqué à vous? Je prends un couteau et je me coupe. Où? Partout. Partout où elle peut. Je me suis encore énervée parce que c'était une fois de trop. Elle se fait du mal et elle nous fait du mal. J'aime mes enfants, je les aime de trop pour leur faire du mal. Ça, j'ai pas le droit, je le regretterai toute ma vie. Pardon, ma chérie. Mais comme il n'y a jamais de fatalité, nous allons venir en aide à Odile. Tu as dit, je sais que l'alcoolisme, c'est une maladie. Et c'est vrai, c'est une maladie. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut guérir. Le fait qu'ensuite la famille soit cohérente autour du malade, ça aide beaucoup. Il faut y croire, hein, puis ça vaut le coup, quoi. Sortir de l'alcool, renouer avec sa fille, le combat d'Odile est lancé dans toute une histoire. J'ai perdu ma maman. Mais je vais la retrouver. Elle va arrêter. J'y arriverai, ma chérie.